Le Spugmator est une bonne affaire, mais certaines motos sont bon marché pour une raison, que ce soit des réparations constantes, de mauvaises performances ou simplement un design carrément dangereux, ces motos pourraient transformer votre rêve en cauchemar. Vous les avez vues en ligne, peut-être même essayées, mais êtes-vous prêt pour la douleur à long terme après l'achat? Le bon marché vaut-il les pannes? Découvrons-le. En commençant notre décompte au numéro 9, nous avons la Yamaha Bolt. Maintenant, certains d'entre vous pensent « Hey, j'ai un Bolt et il fonctionne très bien. » Eh bien sûr, il fonctionne, mais parlons de ce qu'est vraiment cette moto. Une tentative ratée de Yamaha de profiter du marché des Harley-Davidson Sportster sans comprendre ce qui fait un bon cruiser. Le Bolt est arrivé sur le marché avec beaucoup de battage publicitaire. Yamaha l'a présenté comme un bobber urbain performant et cool qui vous offrirait tout le style d'une Harley sans le prix élevé. Le problème, c'est qu'il ne tient pas du tout cette promesse. D'abord, parlons du moteur. C'est un V-twin refroidi par air de 950 cm3 qui semble prometteur sur le papier, mais quand vous le conduisez réellement, vous réalisez rapidement qu'il est étrangement sous-puissant pour sa taille. Il développe environ 50 chevaux, ce qui peut sembler correct jusqu'à ce que vous réalisiez que la moto pèse près de 550 livres avec les pleins faits. Le résultat est une accélération qui semble lente et décevante, surtout comparée à ce que vous attendez d'un bobber performant. Ensuite, il y a l'expérience de conduite. La suspension de la Bolt est incroyablement basique. Ses amortisseurs arrière semblent provenir d'une moto des années 1970 et ils fonctionnent de la même manière. Rencontrez une bosse de taille décente et vous la sentirez directement dans votre colonne vertébrale. Le siège d'origine est une autre catastrophe. Il est peu rembourré et devient inconfortable après environ 20 minutes de conduite. Idéal pour poser dans les cafés, terrible pour aller réellement quelque part. Le réservoir ne contient que 3,4 gallons, ce qui vous donne une autonomie pathétique. Vous vous arrêterez pour faire le plein alors que vos amis sur leur Sportster et Shadows peuvent encore parcourir 50 miles de plus. La Bolt n'est pas une moto terrible, c'est juste une moto médiocre qui essaie de profiter d'un style sans comprendre la substance. C'est comme acheter un sac à main de créateur contrefait. À première vue, cela peut sembler similaire, mais quiconque s'y connaît peut immédiatement repérer la différence. Passons au numéro 8 de notre compte à rebours. Nous avons la Honda Fury. La Fury était la tentative de Honda de pénétrer le marché des choppers sans que les acheteurs aient à faire face au tracas des constructions sur mesure. Sur le papier, ça a l'air génial. Vous obtenez ce look de chopper long et étiré avec la fiabilité de Honda. Le problème, c'est qu'ils ont complètement raté ce qui rend les choppers attrayants au départ. Il y a 7 avant inclinés avec un angle de chasse de 71 degrés et une hauteur de selle de 32 pouces. Il y a certainement l'air d'un chopper à l'arrêt, mais c'est là que s'arrête l'authenticité du chopper. Tout le reste crie la production de masse. L'ajustement et la finition sont typiquement parfaits chez Honda, ce qui est en fait un problème pour un chopper. Les vrais choppers ont du caractère. Ils sont un peu bruts avec leur propre personnalité unique. Ensuite, il y a la performance. Le V-twin de 1312 cm3 produit environ 67 chevaux, ce qui n'est pas terrible, mais c'est délivré d'une manière tellement aseptisée et édulcorée qu'il manque d'excitation. Le moteur est si doux et silencieux qu'il manque complètement l'expérience viscérale que les gens attendent d'un chopper. C'est comme écouter du heavy metal avec des écouteurs à réduction de bruit. Techniquement, vous pouvez l'entendre, mais vous passez à côté de l'essentiel. La maniabilité est un autre problème majeur. Cet angle de chasse extrême signifie que la moto se manie comme un paquebot dans les virages serrés. Les manœuvres à basse vitesse deviennent un exercice physique complet et oubliez toute forme de virage agressif. Oui, c'est typique des choppers, mais la plupart des choppers personnalisés compensent cela par du caractère et du style que la Fury n'offre tout simplement pas. Et le pire, le prix. Honda demande plus de 10 000 $ pour ce truc. Pour ce genre de somme, vous pourriez obtenir une Harley-Davidson Softail d'occasion avec plus de puissance, une meilleure maniabilité, une véritable valeur de revente et une crédibilité authentique de chopper. Au numéro 7, nous avons la Kawasaki Vulcan S, une moto qui incarne parfaitement l'expression crise d'identité. La Vulcan S est arrivée sur le marché avec un argument de vente unique. C'est un cruiser avec un cœur de sport bike. Kawasaki a pris le bicylindre parallèle de 649 cm3 de la Ninja 650 et l'a intégré dans un cadre de cruiser. Ils l'ont commercialisé comme le mélange parfait de confort de cruiser et de performance de sport bike. Le problème, c'est qu'il ne délivre ni l'un ni l'autre. Commençons par le moteur. C'est un bon moteur dans la Ninja, mais dans la Vulcan S, il semble complètement déplacé. Quand vous conduisez un cruiser, vous vous attendez à un certain type de puissance, ce couple à bas régime qui vous propulse en avant dès le départ.
Au lieu de cela, la Vulcan S vous offre un moteur à haut régime qui doit être poussé pour délivrer de la puissance. C'est comme mettre un adolescent accro à la caféine à la tête d'une maison de retraite. L'énergie est complètement inadaptée au contexte. L'ergonomie est un autre problème majeur. Kawasaki a beaucoup insisté sur leur système ErgoFit qui permet au motard d'ajuster la selle, les repose-pieds et la position du guidon. Ça semble génial en théorie, mais en pratique, c'est comme essayer de rendre un pantalon de survêtement élégant. Peu importe comment vous l'ajustez, quelque chose semble toujours décalé. La position de conduite n'est ni une posture de cruiser engagée, ni une position droite confortable. C'est quelque part dans un milieu maladroit qui laisse votre dos, vos poignets et vos genoux se plaindre après une heure. Ensuite, il y a le style. Le Vulcan S ressemble à un cruiser conçu par quelqu'un qui n'a vu des cruisers que dans des magazines. Il a ce profil bas, mais tout le reste crée un langage de design confus. L'échappement ressemble à celui d'une moto sportive. Le cadre est exposé d'une manière qui ne complète pas l'apparence générale et l'ensemble manque de la cohésion que l'on attendrait d'un grand fabricant. La suspension est un autre point faible. C'est trop mou pour une conduite dynamique, mais pas assez moelleux pour le confort d'un cruiser. Frappez un nid de poule et vous le sentirez directement dans votre colonne vertébrale, mais essayez de prendre un virage avec un peu d'enthousiasme et la moto tangue comme un bateau en pleine mer agité. Arrivant en 6e position de notre classement, la Triumph Rocket 3, une moto qui démontre parfaitement que plus grand n'est pas toujours mieux. Le point central de la Rocket 3 est, bien sûr, ce moteur 3 cylindres massif de 2500 cm3. C'est le plus grand moteur de moto de série jamais fabriqué, produisant environ 165 chevaux et un couple stupéfiant de 163 livres-pieds. Ce sont des chiffres de voiture, pas des chiffres de moto. Et c'est là que réside le premier problème. Cette moto a bien plus de puissance que ce qu'une personne raisonnable pourrait utiliser sur les routes publiques. Mais le problème plus important est le poids. La Rocket 3 pèse environ 700 livres avec les pleins faits. Ce n'est pas seulement lourd, c'est prier pour ne jamais avoir à la relever. Lourd. Les manœuvres à basse vitesse deviennent un test de force et d'équilibre qui rendrait nerveux les gymnastes olympiques. Les parkings se transforment en parcours d'obstacles où une mauvaise manœuvre signifie que vous appelez un ou deux amis pour vous aider à relever votre roquette tombée. La taille de cette chose est un autre inconvénient majeur. C'est massif dans toutes les dimensions. La selle est assez large pour obliger les pilotes plus petits à marcher sur la pointe des pieds à l'arrêt. Le guidon est aussi large qu'un beach cruiser et l'envergure générale signifie que se faufiler dans la circulation est une expérience éprouvante pour les nerfs. C'est moins comme conduire une moto et plus comme piloter un petit yacht à l'heure de pointe. Ensuite, il y a le facteur de praticité, ou plutôt le manque total de celui-ci. La consommation de carburant est atroce, avec une moyenne d'environ 30 miles par gallon si vous êtes doux avec l'accélérateur, ce que personne n'achètera à cette moto ne fera. Les coûts d'entretien sont tout aussi douloureux. Ces pneus massifs coûtent une fortune et s'usent rapidement en raison du poids et de la puissance de la moto. Et les plaquettes de frein travaillent dur pour essayer d'arrêter ce mastodonte. La Rocket 3 crée également des problèmes pratiques auxquels vous ne penseriez jamais avec d'autres motos. Par exemple, de nombreux élévateurs de motos standards ne peuvent pas supporter son poids en toute sécurité. Trouver un équipement qui s'adapte confortablement pendant la conduite peut être un défi. Même se garer devient un problème. La moto est si lourde qu'elle peut s'enfoncer dans l'asphalte chaud les jours d'été. Passons au numéro 5 de notre compte à rebours. Nous avons la Benelli TNT 600, une moto qui prouve que les apparences peuvent être incroyablement trompeuses. La TNT 600 attire les motards avec sa meilleure caractéristique, un magnifique moteur 4 cylindres en ligne et un format de moto nue disponible à un prix qui sous-estime les concurrents japonais de plusieurs milliers. La bande sonore est enivrante avec un hurlement aigu qui semble appartenir à une moto beaucoup plus chère. Mais c'est là que les bonnes nouvelles s'arrêtent et que la longue liste de problèmes commence. Une fois que vous regardez au-delà de la peinture brillante et du style agressif, vous remarquerez des détails préoccupants. Les soudures sont incohérentes, les plastiques semblent bon marché et fragiles, et les composants électriques donnent l'impression d'avoir été installés après coup. Les propriétaires signalent régulièrement des problèmes de fixation corrodée, d'interrupteurs défaillants et de problèmes électriques qui apparaissent de nulle part. Malgré un moteur 4 cylindres qui a l'air et le son impressionnants, il produit une puissance modeste de 80 chevaux. Cela ne serait pas terrible, sauf que la moto pèse près de 500 livres à plein, lui donnant un rapport poids-puissance pire que celui de nombreuses motos à 2 cylindres coûtant moins cher.
Le résultat est une moto qui semble rapide, mais qui accélère avec toute l'urgence d'un adolescent endormi un lundi matin. La suspension est un autre point faible. Elle est sous-amortie et sous-dampée, créant une conduite à la fois dure sur les petites bosses et molle dans les virages. Un exploit vraiment impressionnant de mauvaise ingénierie. Les freins ne sont guère mieux avec une sensation de bois et une performance qui n'inspire rien d'autre que de l'inquiétude lorsque vous devez vous arrêter en urgence. La fiabilité est là où le TNT Sixcent s'effondre vraiment, parfois littéralement. Les propriétaires signalent des pannes régulières de tout, des composants mineurs au système majeur. Le système de refroidissement est particulièrement problématique avec des problèmes de surchauffe fréquents même sur des motos avec peu de kilomètres. Le système électrique semble conçu par quelqu'un ayant seulement une compréhension théorique du fonctionnement de l'électricité. Et l'alimentation est si irrégulière qu'elle rend les motos à carburateur des années 70 sophistiquées en comparaison. Mais le pire aspect de la possession d'une TNT 600 est la disponibilité des pièces. Quand quelque chose casse et quelque chose cassera, vous attendez des semaines voire des mois pour des pièces de rechange. Au numéro 4 de notre compte à rebours des motos à éviter, nous avons la Bimota BB3. Bimota a une longue histoire de prise de moteurs existants de grands fabricants et de les envelopper dans des cadres et des carrosseries artisanaux exotech. En théorie, cela devrait aboutir à quelque chose de spécial, une moto de boutique qui offre une expérience unique. Avec la BB3, ce que vous obtenez à la place est une leçon magistrale sur comment ruiner une BMW parfaitement bonne. Le cœur de la BB3 est le 4 cylindres en ligne de 1000 cm3 de la BMW S1000 RR, un moteur brillant qui produit environ 190 chevaux dans son habitat d'origine. Bimota prend ce groupe motopropulseur exceptionnel et l'entoure de leur propre châssis, suspension et carrosserie. Le résultat devrait être spectaculaire, mais ce qu'ils ont réellement créé est une moto qui se manie moins bien que la BMW tout en coûtant plus de 2 fois plus cher. Parlons d'abord de ce prix. Le BB3 vous coûtera plus de 50 000 $. Pour mettre cela en perspective, c'est suffisant pour acheter une S1000 RR neuve et avoir encore assez pour une autre très belle moto ou peut-être une petite voiture. Que recevez-vous pour cette somme astronomique? Nasabu Naldere. Exclusivité. Certes, Bimota en fabrique très peu, mais l'exclusivité seule ne rend pas une moto bonne. Les ergonomies de la BB3 sont éprouvantes, même selon les normes des superbikes. La position de conduite semble conçue pour un type de corps très spécifique que presque aucun humain ne possède réellement. La selle est inconfortablement dure. Les guidons sont positionnés pour garantir des douleurs aux poignets après 20 minutes et les repose-pieds semblent placés pour maximiser les crampes aux jambes plutôt que le contrôle. Ce qui est le plus frustrant avec la BB3, c'est qu'elle est en réalité pire dans la plupart des aspects mesurables que la moto qui a donné son moteur. Il est moins fiable, moins confortable, plus difficile à entretenir et ne se manie pas aussi bien que le S1000 RR. La seule chose qu'il fait mieux, c'est d'avoir un look exotique et de vider votre compte en banque. Prenant la médaille de bronze dans notre classement des motos à éviter, c'est la CF Moto 300 SS, une moto qui prouve le vieil adage que l'on en a pour son argent, et parfois on en a même moins. CF Moto a fait une percée sur les marchés occidentaux avec des motos qui sous-cotent les concurrents japonais et européens en termes de prix tout en imitant leur style. La 300 SS est leur moto sportive de petite cylindrée, conçue pour rivaliser avec des motos comme la Yamaha R3, la Kawasaki Ninja 300 ou 400 et la Honda CBR 300R. Sur le papier, cela semble être une bonne affaire. Des spécifications similaires, un style similaire, mais des milliers de moins sur l'étiquette de prix. La réalité, cependant, est bien moins attrayante. Commençons par le moteur. Un monocylindre de 292 cm3 qui produit environ 29 chevaux. Ce n'est pas terrible pour la catégorie, mais la façon dont il délivre cette puissance pose problème. La plage de puissance est étroite et pointue, ce qui signifie que vous devez maintenir les régimes élevés pour faire des progrès significatifs. Cela ne serait pas un gros problème, sauf que le moteur semble rugueux et stressé lorsqu'il est poussé, vibrant suffisamment pour engourdir vos mains lors de trajets plus longs. La qualité de fabrication est là où la 300 SS montre vraiment sa nature économique. L'ajustement et la finition sont plusieurs crans en dessous des concurrents japonais. La peinture qui semble correcte à 3 mètres révèle des défauts de surface et une application inégale de près. Les panneaux en plastique ont des écarts irréguliers et parfois ne s'alignent pas correctement.
Les fixations et les petits composants commencent à montrer des signes de corrosion après seulement une saison. Même avec un entretien minutieux, la suspension est peut-être la plus grande déception. Les fourches et l'amortisseur arrière semblent à la fois sous-dimensionnés et sous-amortis, créant une conduite à la fois dure sur les petites bosses, mais sujette à s'affaisser sur les plus grandes. Cela rend la moto instable et imprévisible lorsqu'on la pousse même modérément, exactement le contraire de ce que l'on attend d'une moto de sport, même d'entrée de gamme. Le véritable coût de la 300 SS devient apparent après un an ou deux de possession, lorsque les problèmes d'entretien commencent à s'accumuler et que les défauts de la moto deviennent impossibles à ignorer. Ce qui semblait être une bonne affaire à l'achat devient rapidement un gouffre financier et une source de frustration constante. De nombreux propriétaires finissent par vendre à perte, souvent pour acheter la moto japonaise qu'ils auraient dû acheter dès le départ. Arrivant en deuxième position de notre classement, la Suzuki Boulevard C50, une moto qui prouve que même les grands fabricants peuvent complètement rater la cible en créant un cruiser convaincant. La Boulevard C50 est l'offre de cruiser intermédiaire de Suzuki, propulsée par un moteur V-twin de 805 cm3. Sur le papier, cela devrait être un choix solide pour les motards à la recherche d'une expérience de croisière fiable et sans fioritures sans se ruiner. En réalité, c'est une moto qui semble conçue par des personnes qui n'ont jamais vraiment conduit un cruiser auparavant. À 805 cm3, on s'attendrait à une quantité décente de puissance et de couple, le genre de traction qui rend les cruisers agréables à conduire. Au lieu de cela, la C50 produit environ 50 chevaux et un couple qui pourrait généreusement être qualifié d'adéquat. Cela ne serait pas si mal si la moto était légère, mais à plus de 600 livres en ordre de marche, la C50 a un rapport poids-puissance qui fait qu'un tracteur de jardin semble sportif. Le résultat est une moto qui paraît lente et sous-alimentée dans presque toutes les situations. Dépasser sur l'autoroute devient une opération tactique soigneusement planifiée plutôt qu'une simple rotation de la poignée. Les collines que d'autres cruisers franchissent facilement font perdre de l'élan au C50 comme s'il traînait une ancre. C'est l'équivalent motocycliste d'essayer de courir dans une piscine. Beaucoup d'efforts pour peu de progrès. La maniabilité n'est pas meilleure. La suspension est souple et sous-amortie, créant une sensation vague et déconnectée qui érode la confiance dans les virages. L'avant se sent particulièrement insensible, offrant peu de retour sur ce que fait le pneu. Cela rend la moto encore plus lourde qu'elle ne l'est déjà, surtout à basse vitesse où de nombreux moteurs de cruiser passent leur temps. Les performances de freinage sont un autre domaine où la C50 déçoit. Le disque avant unique et le tambour arrière auraient pu être acceptables dans les années 1990, mais selon les normes modernes, c'est terriblement insuffisant pour une moto de plus de 600 livres. Les distances d'arrêt d'urgence sont suffisamment longues pour vous faire remettre en question vos choix de vie, surtout par temps humides. Le confort, qui devrait être un atout pour une moto de type cruiser, est étonnamment insuffisant. La selle semble moelleuse, mais se comprime rapidement lors de trajets plus longs, créant des points de pression qui deviennent douloureux après environ une heure. La position de conduite est également étrangement exiguë pour les pilotes plus grands, malgré la taille substantielle de la moto. Ce qui vaut vraiment au C50 sa haute place sur notre liste de motos à éviter, c'est à quel point il est médiocre par rapport à la concurrence. Pour un prix similaire ou même inférieur, vous pourriez obtenir une Honda Shadow, une Yamaha V-Star ou une Kawasaki Vulcan qui offrent toutes de meilleures performances, maniabilité et confort. Même au sein de la gamme de Suzuki, la Boulevard M50 propose un ensemble plus attrayant pour un peu plus d'argent. Et enfin, nous avons atteint la première place de notre classement des motos à éviter, la Hyosung GT 650, une moto qui prouve que l'imitation n'est pas toujours la forme la plus sincère de flatterie. Parfois, c'est juste une mauvaise copie. La Hyosung GT 650 est apparue pour la première fois comme une alternative économique à la Suzuki SV 650, l'une des motos de poids moyen les plus appréciées jamais fabriquées. Sur le papier, la comparaison semblait raisonnable. Les deux disposent d'un moteur V-twin de 650 cm3, d'un style naked et de performances accessibles. En réalité, conduire ces motos l'une après l'autre, c'est comme comparer un bon vin à du jus de raisin laissé trop longtemps au soleil. Le moteur V-twin de 650 cm3 produit environ 70 chevaux, ce qui n'est pas très éloigné du SV 650. Le problème réside dans la manière dont elle délivre cette puissance, avec des vibrations qui feraient jalouser un marteau-piqueur et une alimentation qu'on pourrait qualifier d'approximative. La réponse de l'accélérateur est imprévisible, rendant la conduite fluide difficile, même pour les pilotes
expérimenté. C'est comme essayer de glacer un gâteau tout en chevauchant un taureau mécanique. Techniquement possible, mais inutilement difficile. La qualité de fabrication est là où le GT650 commence vraiment à montrer ses vraies couleurs. Les premiers modèles étaient connus pour leur mauvais câblage qui entraînait des problèmes électriques allant de gênants à dangereux. Les interrupteurs et les commandes semblent bon marché et imprécis avec un mouvement saccadé qui manque de la fluidité des concurrents japonais. La peinture et la finition commencent à se détériorer rapidement, surtout si la moto est stockée à l'extérieur ou dans des environnements humides. La suspension est un autre point faible majeur. Les fourches et l'amortisseur arrière sont sous-ressortis et sous-amortis, créant une conduite à la fois dure sur les petites bosses et molle dans les virages. Toute conduite dynamique expose rapidement les limites du châssis, la moto devenant de plus en plus instable à mesure que vous la poussez. Les performances de freinage varient d'adéquates à alarmantes, selon l'année du modèle et la date du dernier entretien du système. De nombreux propriétaires signalent une sensation de rigidité du levier et une puissance de freinage incohérente, pas ce que vous souhaitez lorsque qu'un obstacle inattendu apparaît sur votre chemin. La fiabilité est peut-être le plus grand péché de la GT650. Bien que certains propriétaires rapportent des expériences sans problème, il y a beaucoup trop d'histoires de pannes majeures pour être ignorées. Les systèmes électriques qui meurent mystérieusement, les transmissions qui refusent de changer correctement et les systèmes de refroidissement qui semblent conçus pour tester les limites de tolérance à la chaleur du moteur sont des plaintes courantes. La GT650 représente la fausse économie d'acheter bon marché. Vous économisez de l'argent au départ seulement pour payer beaucoup plus à long terme à travers les réparations, les temps d'arrêt et la frustration. C'est comme acheter une paire de chaussures bon marché qui vous donne des ampoules et se désintègre après un mois. Toute économie initiale est rapidement effacée par le véritable coût de possession. Ce qui est particulièrement frustrant avec la GT650, c'est que pour un peu plus d'argent, vous pourriez obtenir une moto japonaise d'occasion qui fonctionnera de manière fiable pendant des années avec un entretien de base. Un SV650 MT-07 ou Z650 d'occasion offrira une bien meilleure expérience de possession, même avec quelques kilomètres au compteur. Voilà notre décompte complet des 9 motos que vous devriez absolument éviter, que ce soit en raison d'une fiabilité médiocre, d'un mauvais design, d'une fausse économie ou simplement d'une mauvaise exécution. Ces motos représentent le pire que l'industrie de la moto a à offrir. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez trouvé cela utile, veuillez appuyer sur le bouton j'aime, abonnez-vous pour plus de contenu sur les motos et nous vous verrons dans la prochaine vidéo.